La vente du LOSC marque-t-elle la fin du modèle de trading de Gérard Lopez? Ça vaudrait pas un entre-deux, ça, Philippe? À ça, il y a beaucoup à dire sur le modèle trading du LOSC ou d'ailleurs, mais notamment du LOSC à la veille d'un Lille PSG par exemple. Entre deux, monsieur Vincent. La nouvelle est tombée donc cette semaine et a pu en surprendre plus d'un. Le LOSC, qui sportivement va bien, est sur le point de changer de main et de propriétaire. Alors Gérard Lopez avait surpris déjà tout son monde en décembre 2016 quand il se portait acquéreur du club, et c'est important de comprendre qu'il ne l'a pas fait avec son argent à lui mais avec un fonds. Et donc s'il l'a fait avec un fonds, eh bien le fonds il faut le rémunérer, et donc le modèle du trading est une réponse aux attentes du fonds, c'est-à-dire qu'il faut être capable chaque année de rémunérer le fonds avec un retour sur investissement, avec des dividendes. Eh bien, c'est comment obtenir ces dividendes? Plusieurs options, la performance sportive, les qualifications en Coupe d'Europe ou la vente des joueurs. Et puis, évidemment, dans l'idéal, faire un mix des deux, c'est-à-dire valoriser des joueurs grâce à la participation dans les compétitions sportives. Pour ça, le LOSC a su mettre en place une vraie politique de recrutement avec Campos et ses talents de recruteur, et puis un vrai savoir-faire avec Galtier pour la mise en musique et la gestion de ses talents, qui lui a permis régulièrement de se qualifier en Coupe d'Europe, soit en Europa League, soit même en Ligue des Champions. Seulement le problème, c'est que la première année a été une mauvaise année. C'était une année où le club a failli tomber en Ligue 2. Et depuis, il traîne comme un boulet, un déficit, et les dividendes, du moins les plus-values réalisées sur les joueurs, viennent plutôt combler le trou initial plutôt que rémunérer l'actionnaire principal, du moins le fonds, qui attend un retour sur son investissement. Et donc, comme on est dans une période où le mercato risque d'être impacté à la baisse à cause du Covid, et encore plus par rapport à la France avec l'affaire de Mediapro, il n'est pas très étonnant que le fonds propriétaire, le fonds Elliott, qui par ailleurs est déjà engagé dans le football, notamment à Milan, décide de changer de main et de récupérer sa mise initiale. Voilà pourquoi ce dossier du LOSC arrive sur la place publique. Cette vente arrive et peut surprendre. Est-ce la fin du modèle? Peut-être bien en France, puisque le LOSC et Monaco, qui étaient les deux fers de lance sur ce modèle-là, se retrouvent sportivement et économiquement dans une certaine difficulté. Alors apparemment, Vincent, tu as été surpris par le départ rapide de Gérard Lopez, départ express même. Moi, beaucoup moins, parce que j'avais eu vent il y a 1 mois et demi d'une information parlant d'un départ de toute la direction du club suite à une traite que Gérard Lopez n'aurait pu payer au fonds Elliott. Les rumeurs de mésentente entre Ingla, Lopez, Campos me paraissaient bien futiles par rapport à tout ce qui était annoncé, et la fin notamment de ce projet. C'est drôle comme il y a des aveuglements collectifs lorsque il y a une réussite sportive, une réussite de certains transferts, c'est vrai, qui sont cités tout d'un coup en exemple, alors que parallèlement on savait qu'il y avait des déséquilibres très importants dans ce club et qu'ils étaient en grande partie masqués par Christophe Galtier, qui depuis le début fait un travail remarquable et qui arrive à faire totalement abstraction de tout ce qui se passe autour de lui. Reste que un projet de club de foot, l'ADN d'un club de foot doit rester toujours le foot. Quand on sacrifie au tout économie, au tout trading, il y a prise de risque devient beaucoup trop importante, et surtout tout ce qui fait le ciment dans un club peut disparaître. Et aujourd'hui, on avait un club avec des mésententes trop importantes à l'intérieur et des fissures trop durables pour que cela puisse justement durer. Et puis, le tout trading, c'est bien, mais même le meilleur des recruteurs, si Luis Campos est à la hauteur de la cote formidable qu'il a en France, je suis désolé, mais un recrutement, c'est fait de réussite et c'est toujours fait aussi d'échecs. Donc s'il y a une maximisation de la prise de risque dans le recrutement,
mais forcément, à un moment ou à un autre, l'échec est au bout. Ça peut survenir avec une mauvaise saison, ça peut survenir avec des événements exceptionnels. Et il faut reconnaître qu'il y en a cette saison, avec le Covid, avec le Brexit, qui annonce plusieurs années difficiles et donc qui annonce, à mon sens, une grande difficulté pour tous les projets qui voudraient être beaucoup plus business que foot. On verra ce qu'il adviendra, mais déjà les projets Monaco et Lille en sont à une refonte et on verra ce qu'il adviendra des autres clubs qui voudraient aller trop loin dans cette voie-là. Moi, je remarque que ceux qui persistent, même s'ils ont une politique de trading parmi leurs stratégies, ceux qui persistent gardent toujours un ADN foot. Ça reste un fondement d'un club de football. Si on veut éviter le problème de Lille, qui est un problème de paiement de traite, un peu comme Mediapro finalement, il faut éviter une trop forte présence de fonds, soit dans trop de clubs, soit dans des parts trop importantes dans les clubs. Les fonds, eux, viennent là pour gagner de l'argent. C'est la règle du jeu, on la connaît. Et par rapport à ça, ils vont pousser notamment à la multipropriété pour permettre de mutualiser des investissements et de répartir ces joueurs-là pour leur donner du temps de jeu et les faire progresser. C'est une logique que l'on peut comprendre, mais qui s'est multipliée avec des contournements des règles habituelles jusqu'ici. On voit ça avec le Red Bull qui s'est très bien organisé entre Salzbourg et Leipzig, même New York. Et puis on voit ceci avec City, Manchester City, qui a une dizaine de clubs, dont récemment l'Estac à 3 en arrivant en France. Le fonds Elliott, on évoquait le fonds Elliott avec Milan et donc Lille. Donc ça pose aussi des problèmes éthiques au niveau des compétitions, puisqu'on peut voir Salzbourg et Leipzig se retrouver dans une même poule. On a vu là Milan et Lille se retrouver dans une même poule. Donc ça pose d'autres problèmes que des problèmes financiers. Et la solution sera forcément de resserrer l'étau au niveau des règles et des règles sportives. Moi, je me rappelle avoir fait une mission du temps où Canal+ était propriétaire à la fois du PSG et à la fois du Servette, et de régler et d'amener le PSG à vendre le Servette de Genève. Donc il faudra avoir des partenariats entre clubs, c'est une chose. Avoir des multipropriétés, ça pose plusieurs problèmes, y compris un problème financier quand on a un montage comme celui de Gérard Lopez. Une autre solution peut être aussi de revenir sur la notion de trading en tant que tel. Il y a le trading et puis on a connu le farming. Le farming, c'était le modèle de Giroud en son temps, c'est-à-dire former des joueurs pour les vendre. Et effectivement, vendre est un modèle économique ou un des piliers du modèle économique, en tout cas un des piliers du modèle français. Et ce n'est pas un problème en soi si on a un pilier formation plus fort. On peut imaginer, ou on peut décrire cette évolution du modèle de farming de Auxerre, qui était un petit club français, à Lyon, qui aujourd'hui est un grand club français, mais qui continue à gagner de l'argent sur ses transferts, et sur des transferts de joueurs qu'il a lui-même formés. Donc pour ça, eh bien, il suffit de renforcer ou d'être plus exigeant sur l'approche de la règle des joueurs formés localement. Avoir des effectifs internationaux et ne pas entraver la circulation, c'est une chose, mais imposer une formation locale, qu'elle soit nationale ou du club, est quelque chose aussi de très important. Donc en limitant le nombre de joueurs sous contrat et en gardant cette notion de formation locale, eh bien, on va réguler petit à petit cette dimension de trading qui a des effets néfastes dans la stabilité des clubs. À l'heure des solutions, je vais me concentrer sur l'exemple lillois, comment redresser le projet du LOSC, parce que ça va tanguer nécessairement. Dès l'annonce du départ des dirigeants, des agents, des joueurs lillois, on commençait déjà à beaucoup parler, à leurs joueurs, sans doute du mercato d'hiver. Il va falloir couper court à ça et que la nouvelle direction, et Olivier Létang en particulier, donne des signaux forts d'engagement sur le plan sportif. Il y aura des engagements financiers à donner à la DNCG, c'est une chose, mais les engagements sportifs seront évidemment très suivis par tous les acteurs du jeu, les joueurs et aussi bien sûr l'entraîneur Christophe Galtier, qui a besoin de savoir où il va à l'heure où il peut être tenté de prendre d'autres directions, pas tout de suite mais à la fin de saison, et là aussi il faudra le convaincre.
Pour ce qui est de l'évolution du projet lui-même, au-delà de ce mercato d'hiver où il faudra sans doute être très ferme et prolonger l'espoir d'une saison très très riche, je pense qu'il y aura sûrement un mercato d'été qui lui sera placé sous le signe de l'ouverture vraisemblablement, parce qu'il y aura des tas de joueurs, d'éléments qui auront besoin d'un nouveau défi. Il y aura besoin aussi pour le club de se réinventer un peu, de réinventer un peu son modèle, plus équilibré, notamment sur le plan financier. Et puis pour le modèle général, l'actionnaire peut suivre un fonds qui s'appelle Elliott, le même donc, qui dirige le Milan AC, qui a repris à des actionnaires chinois, qui a installé à la direction sportive un grand nom du passé, Paolo Maldini, qui a rajeuni extraordinairement l'effectif autour quand même de quelques piliers anciens comme Kjaer et Ibrahimovic. Lille peut très bien se placer dans ces pas-là, dans cette direction-là, avec José Fonte par exemple, et puis Christophe Galtier qui pourra être tenté peut-être par d'autres destinations et qu'il va falloir convaincre. Ça peut être un enjeu important d'un projet lillois pour devenir enfin ce qu'il n'est pas encore, c'est-à-dire à cause de sa fragilité, c'est-à-dire un grand club.